RMC, 9h midi, les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. On a les agriculteurs qui sont en train de faire une grande opération là dans Paris, une opération production de lait. Et ils rencontreront Gabriel Attal cet après-midi, le président de la République demain, parce que les agriculteurs commencent à la voir mauvaise depuis la fin des barrages. On leur a promis un certain nombre de choses. On n'a pas de discussion, on n'a pas de calendrier précis, on voit rien arriver. Est-ce que Gabriel Attal a déjà vu une vache dans sa vie en vrai, écoute, à part à la porte de Versailles Alors, il a rendez-vous au salon de l'agriculture. Il en verra peut-être une ou deux ou trois plus en vrai. Surtout, il ne faut pas qu'ils prennent de bouse sur la tête, parce qu'ils sont remontés comme des coucous, les agriculteurs. Donc l'un d'entre eux, là, un des producteurs de lait qui est dans Paris, là, sera avec nous là tout à l'heure. Allez, on y va, on accueille notre invité qui est avec nous. Vous le connaissez, ça a été l'un des visages de cette contestation, de cette révolte paysanne. C'est Johan Barbe qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Éleveur, président de l'Union des producteurs de lait des Vosges. Donc c'est reparti pour un tour. Vous remettez les tracteurs en marche, Johan? On continue. Enfin, je veux dire, c'est ce qu'on avait annoncé, hein, c'est qu'on n'a pas arrêté, on maintient la pression. Donc aujourd'hui, effectivement, on a des tracteurs qui sont arrivés sur Paris pour continuer déjà à sensibiliser le consommateur que la réalité, il faudra payer un peu plus cher, mais il faudra rémunérer les producteurs pour avoir du lait français demain. Donc du lait français, c'est des crêpes, c'est tous les produits qu'on connaît, c'est des petits déjeuners à la française, c'est du beurre français. Et donc aujourd'hui, il nous faut se faire entendre par le gouvernement, mais au-delà des annonces. Ça veut dire qu'on veut aller plus loin, on veut du concret, on veut des annonces qui se précisent sur le terrain. Mais attendez, parce que vous dites si on veut avoir pardon Joël, mais si on veut avoir du lait français demain, pourquoi on n'aurait plus de lait français? Les producteurs aujourd'hui, enfin on le sait, ça fait des années qu'on le dénonce, n'ont plus de revenus. Donc quand vous n'avez plus de revenus, au-delà de rester agriculteur, vous ne transmettez plus votre outil. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on déplore, nous, à la Fédération nationale des producteurs de lait, c'est que finalement, nos producteurs ne se reconnaissent plus dans l'acte de produire, puisque derrière, ils sont soutenus par le consommateur, mais tant manipulés, alors pas par les pouvoirs publics, mais par rapport aux acteurs de la transformation, alors aussi bien la grande distribution que ceux qui transforment notre lait. Je vais parler de Lactalis, une fois de plus, qui veut pas trouver un prix rémunérateur pour les producteurs de lait. Aujourd'hui, c'est celui qui rémunère le moins bien l'ensemble des producteurs. Donc, c'est le premier acteur privé. 5 milliards de litres collectés en France qui sont pas payés à son juste prix. Comment voulez-vous donner envie à des jeunes de venir déjà dans la filière? Et comment on donne une perspective de transmission de son exploitation? Mais le gouvernement a promis des contrôles, de vérifier les prix et autres. Et puis, mais les vous a fait des promesses là, il y a 10 jours. On a eu des annonces. Les contrôles sont en cours. On nous explique que les contrôles sont en cours. Il faut un peu de temps. Oui, il faut du temps. Mais derrière, qu'a fait Lactalis? A saisi le médiateur pour être sous couvert du contrôle en disant « mais je suis en médiation, donc ça veut dire que effectivement, même si je respecte pas, on va trouver un accord avec le médiateur. Mais on ne peut pas trouver un accord qui ne respecte pas la loi Egalim. » Et malheureusement, c'est ce que le médiateur essaye de faire. Donc non. On a dit aux organisations de producteurs qu'on ne signait plus d'accord qui ne respectent pas. Vous la mettre à l'envers, si je puis dire. On essaye tout doucement de nous la mettre à l'envers, malgré un discours politique qui est plutôt engageant pour une rémunération des producteurs de lait. Oui, parce que je rappelle les promesses quand même du gouvernement. Remboursement de la fameuse GNR, de la taxe sur le gazole non routier. Okay. L'objectif de souveraineté alimentaire qui serait inscrite dans la loi, ça, je sais pas trop ce que ça veut dire. Une enveloppe de 100... Comment? Ça n'engage à rien. Oui, parole aux paroles. Oui. Ça engage une enveloppe de 150 millions d'euros. Ça engage quand même sur la souveraineté alimentaire. On a eu les mêmes engagements au niveau de l'environnement, donc ça veut dire qu'on veut mettre la souveraineté à égalité avec l'environnement. On veut pas opposer. Donc là, c'est vraiment se mettre à égalité. L'environnement est important et on en est les premiers garants. Par contre, ça doit pas être en adéquation, enfin une inadéquation avec justement la souveraineté alimentaire. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande à la FNSEA, c'est bien ça, c'est de respecter l'environnement, oui, mais tout en assurant la souveraineté alimentaire française. Donc on ne veut pas une décroissance de la production. Et puis il y a la phase massive de contrôle dans les supermarchés, chez les industriels. Les 124 sont déjà sur la table en disant qu'ils respectent pas les lois Egalim. Donc quand ces acteurs de la grande distribution nous annoncent on a respecté les lois Egalim, aujourd'hui on sait déjà qu'on a 124 dossiers sur la table. D'accord. On n'a pas les conclusions. Il va falloir qu'il y ait des sanctions et que ces gars-là se fassent taper sur les doigts. Mais voilà, enfin les sanctions, c'est très bien qu'une fois de plus, bon, c'est de l'argent qui vont payer. Donc le Premier ministre s'est engagé à les redonner aux agriculteurs. Ouais. Comment, je sais pas, mais il faut les redonner à ceux qui ont été lésés. C'est ça le plus dur finalement, parce que quand vous avez une somme d'argent qui remonte entre guillemets dans les caisses de Bercy, comment je fais pour la redonner à des producteurs Lactalis qui sont aujourd'hui les plus lésés sur les lois Egalim à notre. Est-ce qu'on peut faire une moyenne avant de donner la parole à mes petits camarades
quel est le revenu aujourd'hui d'un producteur de lait moyen en France? Voilà, savoir s'il s'en sort à peu près ou pas. Est-ce qu'il a un petit SMIC? Vous voyez, oui, on a un ordre d'idée, quoi, en fait. On est juste en dessous du SMIC aujourd'hui en moyenne. Mais on a quand même des producteurs qui sont à moins de 300 €, enfin qui prélèvent 300 € tous les mois. Donc je veux dire, après on peut se dire, on est sur une exploitation, on a la chance d'avoir un jardin. Enfin la chance d'avoir un jardin, faut le faire le jardin. Enfin, moi c'est mes parents qui cultivent le jardin et c'est super, mais moi j'ai pas le temps. Enfin entre guillemets, la nouvelle génération ne fera plus. Vos ce revenus, potager. par exemple, à titre mes revenus, moi je veux pas travailler en dessous du SMIC. Donc je prélève à minima le SMIC tous les mois sur mon exploitation. Et quand je peux faire mieux, je fais mieux. Et on avait réussi à trouver un souffle. Rappelez combien d'heures vous faites? Aujourd'hui, enfin les heures sur les exploitations, on les compte pas malheureusement. C'est ça le problème. C'est que si je vous dis je fais 70 heures sur mon exploitation, mais effectivement j'ai des semaines où je vais en faire moins. Et heureusement, je vais essayer de prendre du temps pour moi. Moi j'ai une famille, j'ai la chance d'avoir 2 enfants qui ont envie de grandir entre guillemets comme la société. Donc derrière, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne du temps pour nous, pour des week-ends, et il faut se dégager du temps. Mais malheureusement, c'est souvent mes parents, donc la main d'œuvre familiale qu'on appelle sur les exploitations, qui compense. Et aujourd'hui, j'ai même l'aide de mon oncle qui est en retraite et qui est content de venir sur l'exploitation pour me donner la main, entre guillemets, en me disant, bah oui, il faut que tu t'occupes, enfin, faut que tu sortes un peu. Oui, effectivement, appelle-moi quand tu as besoin, conduire un tracteur, des remorques et tout ça. Il sait faire. Donc, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, le malaise de la production, la profession agricole, c'est qu'une grosse partie de la main-d'œuvre n'est pas considérée. C'est toute cette main-d'œuvre familiale qui vient donner la main aux exploitants qui sont en place. Et ça, comment on fait? Mais vous pourriez embaucher? Mais comment je fais pour le rémunérer? J'ai déjà du mal à tirer un salaire. Comment je fais en plus pour donner un cap à des jeunes qui viennent sur mon exploitation en lui disant, écoute, je vais te rémunérer au SMIC parce que moi, en tant qu'agriculteur, c'est quand même compliqué de partir du principe que mon salarié, je vais le payer plus cher que moi-même, quoi. Bien sûr. Je dis pas qu'il travaille moins bien. C'est pas ça. Mais c'est que si moi je prélève que le SMIC, comment je fais pour m'engager à plus que le SMIC? Et en dessous du SMIC, je trouve aucun salarié qui veut faire des week-ends, des heures. Il y aurait un peu de relève quand même. Il y a des jeunes qui ont envie de s'engager avec vous quand même ou pas là? On sent des jeunes qui ont envie, mais il faut pas qu'on les dégoûte. Donc il faut qu'on ait des agriculteurs qui continuent leur métier par passion et avec du revenu. Pour ça, il faut bien gagner sa vie. Allez, Joël. Moi, je vais faire un peu l'avocat du diable parce que je vous ai beaucoup soutenu et parce que j'aime quand les gens vivent correctement de leur travail. Mais il y a un moment où je me demande quand même à quel point vous êtes des chefs d'entreprise. Parce que quand on parle d'agriculteurs, donc on parle d'agriculteurs, j'entends beaucoup le terme paysan et je trouve que ces termes ne sont pas hyper adaptés à la société et au siècle dans lequel on vit. Pour moi, vous n'êtes pas des paysans, vous êtes des vrais chefs d'entreprise. Et avec chef d'entreprise qu'est-ce qu'on investit dans quoi? Je regardais un petit peu, j'ai essayé de me documenter un peu. Je vois que vous avez des investissements qui sont massifs, par exemple dans vos machines et dans vos tracteurs, etc. Est-ce que c'est toujours autant, pertinent d'investir, c'est-à-dire d'acheter, d'être propriétaire d'autant de machines? Est-ce que c'est toujours pertinent? Est-ce qu'on peut pas passer à un autre mode, la location ou quoi que ce soit? Et puis ensuite, il y a quelque chose qu'on appelle dans mon jargon les business développeurs. Donc c'est des gens qui viennent et qui t'aident à diversifier tes revenus, à développer ton business, parce que pour moi vous êtes un business, donc à développer ton business en te proposant des solutions auxquelles tu n'avais pas pensé toi-même et donc je me demande est-ce que vous allez vers ce genre de choses-là, d'essayer de sortir un peu de ce qu'était l'agriculture et ce qui vous fournissait les revenus comme c'était avant et de tenter d'autres choses. Voilà. Déjà, tout d'abord, le terme paysan est pour moi pas péjoratif. Ça dépend comment on l'utilise. Il est plus adapté. Donc aujourd'hui, au-delà de pas être adapté, paysan, ça veut quand même dire nourrir. Donc derrière, je pense que les agriculteurs ou les paysans ne sont pas frustrés quand on dit ça. Par contre, ça dépend comment on l'utilise dans des circonstances. Après, effectivement, on est des vrais entrepreneurs sur nos exploitations. Mais ce qu'on a mis quand même en avant là, notamment dans les 120 mesures de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, c'est qu'on est accablé et on peut plus entreprendre sur nos exploitations. Donc c'est cette capacité-là qu'on veut reprendre. Comment on fait pour entreprendre? Je veux dire, aujourd'hui, sur des exploitations, la plupart se tournent vers des énergies dites vertes, renouvelables. Par les méthanisations, on peut parler solaire au sol. Le problème, c'est qu'à beaucoup d'agriculteurs, ça parle pas. Parce que leur première fonction, c'est de produire de la nourriture. Aujourd'hui, avoir des méthaniseurs, et je fais pas d'opposition, j'ai pas de problème parce que je suis en réflexion même collective avec des collègues pour justement avoir un méthaniseur. Mais pour faire simple et que le consommateur comprenne, ceux qui nous écoutent, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des effluents d'élevage, donc c'est mes fumiers et mes lisiers. Quand je les mets dans un méthaniseur, c'est super, c'est ce qu'il y a de plus vertueux. Le problème, c'est que quand je vais voir la banque, elle me dit ton projet n'est pas rentable. C'est combien d'investir justement transformer en méthanisation? Une méthanisation, là, on serait 4 exploitations, c'est entre 4,5 millions et 5 millions d'euros. Il faut mettre sur la table. Pardon. Et on me dit que c'est pas rentable. Donc le seul moyen de trouver de la rentabilité, c'est d'y mettre des cultures
dites principales. Donc des cultures principales, c'est mettre du blé, du maïs ou autre. Donc est-ce que quand je suis agriculteur paysan et que mon bon sens de nourrir la population, c'est de consacrer X hectares justement à de l'énergie verte? Peut-être que c'est ça demain. Quand je vois l'inflation qu'on a réussi à faire sur l'énergie, quand je vois que le consommateur, finalement, il a toujours consommé l'électricité, malgré l'inflation, il a été obligé. On a mis des boucliers, on a fait plein de choses, mais on a quand même créé une inflation. Le consommateur, il l'a payé. Comment on fait dans l'alimentation pour qu'il y ait une part d'augmentation qui revienne aux producteurs, pour qu'on vive de notre métier et qu'on arrête de penser justement à aller vers des énergies vertes qui seront pas si vertueuses que ça sur le long terme. Moi, quand j'entends l'énergie verte, c'est comment on couple du solaire au sol. Ça, c'est une énergie verte parce que ça veut dire qu'on continue une activité agricole avec une production herbagère, par exemple, sur le sol, plus des panneaux solaires. Après, on peut imaginer aussi de l'éolien qui a une faible emprise, mais qui derrière met des perturbations qu'on entend. Donc, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention. On fait des investissements sur 15-20 ans. Si dans 10 ans, on s'est planté, personne viendra nous aider. Et comment on remboursera nos outils, c'est pas possible. Donc, la méthanisation, moi, je dis oui. Les énergies vertes, il faut y aller. Mais c'est surtout qu'on fasse les choses dans l'ordre. C'est qu'on soit sûr qu'on se plante pas de direction. Il est producteur de lait. C'est Johan Barbe qui est avec nous. Il est producteur de lait dans les Vosges. Vos représentants seront reçus par Gabriel Attal cet après-midi. Emmanuel Macron prendra le relais demain. Il y a une opération sensibilisation au lait en ce moment aux invalides, du côté de l'Assemblée nationale, pour montrer aux Français une production et une profession qui est en danger. Donc les producteurs maintiennent la pression, les agriculteurs d'une manière générale. On continue d'en parler sur RMC et RMC Story avec Johan Barbe, avec Joël Dagosseri, avec Jérôme Marty, avec Jean-Loup Bonamy. Leurs questions dans un instant. RMC jusqu'à 9h midi. Les grandes gueules. Alain Marchal, Olivier Truchot. On parle des agriculteurs là dans les GG, dans les grandes gueules, et c'est Johan Barbe, éleveur, président de l'Union des producteurs de lait des Vosges, qui est avec nous. Il a été l'un des visages de la contestation agricole durant les 10 jours de blocage. Il y a des rendez-vous là avec Gabriel Attal, avec le président de la République, parce que vous dites les promesses, on les a eues. Maintenant, ce qu'on veut, c'est un calendrier, et surtout que ce soit respecté. Sinon, les tracteurs ressortent. Vous avez parlé de vos revenus. Vous avez aussi mis en garde les Français en leur disant attention les amis, peut-être qu'un jour il y aura plus de lait français si on nous paye pas à notre juste valeur. C'est la survie des exploitations qui est en cause. Donc question des camarades Jérôme Marty et Jean-Loup Bonamy. Vas-y Jean-Loup, ou Jérôme, vas-y. Oui, est-ce que, par exemple, par rapport à la production de lait, est-ce que c'est une production qui est, on nous parle de souveraineté alimentaire. Or, il y a beaucoup de domaines où on produit beaucoup moins. J'ai vu qu'en 25 ans, la production de pommes françaises avait été divisée par 2. Et, justement, on en est où de la production de lait par rapport à notre souveraineté? Aujourd'hui, la souveraineté, elle est encore assurée puisqu'on sait qu'on a à peu près, pas tout à fait aujourd'hui, mais 40% de notre lait qui est exporté. Donc ça veut dire qu'on exporte, mais on importe énormément. Donc aujourd'hui, selon l'interprofession du lait, donc qui est le CNIEL, en 2027, on va perdre la souveraineté alimentaire de lait matière utile liquide. Donc c'est demain. Ça veut dire qu'on va importer plus qu'on va exporter. Donc on peut toujours se fanfaronner d'avoir une France où 1000 fromages, et là-dessus il y a pas de souci. On va exporter, mais par contre on risque de moins nourrir le français, quoi. Et le consommateur français, on y est attaché nous. Parce que c'est celui qui porte l'importance déjà des exploitations dans les territoires, c'est celui qui nous fait confiance et c'est celui qu'on veut nourrir demain. Donc si nous, aujourd'hui, on a un combat à mener, et moi qui fais plutôt partie des jeunes producteurs de lait, j'ai envie de dire, c'est comment on assure l'arrivée massive prochainement des jeunes pour remplacer un agriculteur sur 2 d'ici 10 ans qui font du lait. C'est énorme, c'est un chantier colossal. Donc derrière, il faudra l'engagement des pouvoirs publics, l'engagement des transformateurs de nos produits lait, et aussi de la grande distribution. Il faudra que tous les acteurs soient OK pour dire il y a une part conséquente qui revient aux producteurs pour assurer un revenu décent et derrière aussi assurer l'envie de transmettre. Je le répète ici, l'envie de transmettre son outil d'exploitation. J'étais sur les barrages pendant ces 15 jours derniers. Je peux vous dire que la plupart des agriculteurs, leur gros souci, c'est de dire j'ai pas envie de transmettre mon outil. C'est fou quand même. On est sur des outils plutôt patrimoniaux qui sont Mais justement, pour faire tomber les fantasmes, le lait néo-zélandais, on en boit beaucoup ou pas? Il est arrivé ou pas? Il n'est pas arrivé et on en boit peu. Finalement, mais il va arriver. Il va arriver, mais sous forme déshydratée. C'est de la poudre de lait qu'on va importer. Donc c'est des aliments qu'on va incorporer dans des aliments transformés. Donc on n'a pas de bouteilles de lait encore en Nouvelle-Zélande. Tout le lait qu'on consomme, qu'on boit dans les supermarchés et autres, je vais pas citer les marques, tout le monde les a en tête.
C'est français tout ça. Je peux vous garantir, c'est qui le patron, c'est français. Oui. Non mais oui. Ça veut dire les autres. Non, si globalement tous les laits liquides qu'on consomme, donc ça veut dire en bouteille, les UHT, sont français aujourd'hui dans la grande distribution. Par contre, restauration hors domicile, là on a beaucoup plus d'inquiétude. On se rend compte que des grandes chaînes d'approvisionnement, des cantines scolaires ou autres, s'approvisionnent facilement à l'étranger, notamment sur l'Allemagne. C'est du lait allemand qui vient des immenses fermes, c'est ça. C'est-à-dire plusieurs dizaines, milliers de. Bah, c'est des fermes en Allemagne. En Allemagne, les pouvoirs publics ont laissé les fermes grandir en disant on va compresser les charges par la taille des exploitations. En France, on a dit on défend un modèle dit familial. Et c'est bien de le défendre, ce modèle familial, ou on s'est trompé? Non, je pense qu'on s'est pas trompé parce que finalement, le consonneur s'y retrouve. Est-ce qu'on n'est pas trop petit finalement? Est-ce qu'on n'est pas sur une agriculture à la papa, un peu comme le disait Joël tout à l'heure? On est peut-être trop petit pour répondre aux ménages les moins aisés de France qui n'arrivent plus à se nourrir en France avec des produits entre guillemets de haut de gamme. Mais la volonté quand même des pouvoirs publics et aussi des consommateurs, des ONG qui nous accompagnent en permanence. Aujourd'hui, on les entend qu'ils sont contre nous, mais bien souvent, on a quand même des concertations où on trouve des solutions sur le bien-être animal. Et c'est quand même plus facile à respecter l'attente sociétale, bien-être animal, respect des hommes et des femmes qui font le métier sur des exploitations de taille humaine. Ouais. C'est ça qui est important de rappeler. Après, je décrirai pas les modèles qui sont grands ou petits, c'est pas ça la question. La question, c'est comment on donne envie à des jeunes de venir le modèle qui est le nôtre à la française. Moi, j'entends comment on peut développer nos entreprises, comment on peut transmettre, comment on peut faire installer les agriculteurs. Ça me rappelle quelque chose. Moi, ça me rappelle une autre profession. En fait, on vit à peu près la même chose. Et la question toute simple que j'ai à vous poser, c'est vous avez le feu à votre profession. Vous avez une situation qui fait que l'agriculture est en effondrement. Est-ce que dans les annonces que vous a faites le gouvernement, on vous a fixé une date de mise en œuvre, un point de mise en œuvre, ou est-ce que c'est resté de vagues promesses? Parce que si je parle de notre cas personnel, on nous a joué la même. Nous a annoncé des choses et puis on nous a dit ah non mais ça, c'est soumis à un calendrier qui est soumis à discussion. Voilà. Donc en fait, vous avez à peu près la cible, mais vous ne savez pas quand est-ce qu'elle peut être mise en œuvre, ni dans quelle méthodologie, etc., etc. Est-ce qu'on vous a fait la même? Déjà, on nous a pas fixé de cap. C'est bien nous, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, qui avons fixé le cap. Donc c'était ça. Le premier rendez-vous, c'était le salon de l'agriculture. On sait qu'on a le président de la République qui va s'exprimer dès le premier jour. Donc derrière, il est très attendu. Mais très attendu pour dire quoi? Enfin, si c'est pour nous raconter des salades, on sait très bien que le salon va mal se passer. Alors que c'est notre vitrine. Je rappelle que le salon de l'agriculture, c'est la vitrine de l'agriculture française. Donc c'est pas nous qui allons le mettre à mal. Par contre, on n'acceptera pas que les politiques, ils viennent faire de la reprise simplement politique sans qu'on soit dans le concret. Le deuxième crantage sur le calendrier, c'est les élections européennes. Donc là, on a un échelon devant nous qui s'appelle l'Europe, qui est primordial pour nous parce qu'on peut parler de la France, mais on ne peut pas non plus occulter toute la pression européenne que subit l'État français, notamment par rapport au PSN, donc programmes stratégiques nationaux, qu'on demande de réouvrir pour se réadapter à la réalité dans ce moment. Ça fait 5 ans qu'il était en négociation, je pense qu'il est déjà obsolète. La guerre en Ukraine n'avait pas eu lieu, on n'était pas avec un poulet sur 2 importé en Europe. Donc on a des choses à reconsidérer aujourd'hui. Et en plus, on a un cap qui est un peu différent. Ça veut dire que le gouvernement est en train de nous dire on va arrêter la surtransposition franco-française. Donc on va reprendre les seuils européens. Donc ça veut dire qu'on va donner quand même un souffle aux exploitants pour pouvoir entreprendre sur nos exploitations. On va pouvoir avoir des outils qui soient plus ouverts et comme vous l'avez dit, on va pouvoir entreprendre et surtout engager une transition écologique sur nos exploitations. Mais l'écologie, ça aura un prix. Qui va le payer? Le consommateur. Donc ça, c'est le consommateur à faire un effort. Je veux dire, c'est le consommateur ou les pouvoirs publics ou nous après. Non, mais c'est intéressant. Il y a un appel aux consommateurs depuis que cette crise elle a commencé. Et elle n'est pas terminée, il y a un appel aux consommateurs à dire maintenant, à vous de prendre vos responsabilités, même si on sait qu'il y a un petit souci de pouvoir d'achat en France aujourd'hui. Il y a un vrai souci de pouvoir d'achat. Si nous, on veut vivre, à vous aussi d'aller vers, d'accepter de payer un peu plus cher, on est d'accord? On est tout à fait d'accord. Et je vais vous prendre un exemple qui est aujourd'hui grandissant. La problématique de la filière bio. Ouais. Aujourd'hui, le bio, on l'a voulu parce qu'il était plus vert, plus vertueux, et on va pas le décrier, c'est un cahier des charges qu'on a construit ensemble, qu'on fait vivre. Il y a quand même une déconsommation du bio qui s'est tournée effectivement peut-être plus vers les consommations de circuits courts et tout. Mais en attendant, c'est surtout le consommateur qui a plus le pouvoir d'achat pour aller se tourner vers le bio. Et comment on fait quand on s'est engagé, quand on a des agriculteurs qui ont fait le choix, parce que c'était un choix sur l'exploitation, de partir en agriculture biologique et aujourd'hui de se retrouver encore plus mal au niveau des revenus et avoir encore plus besoin de soutien de pouvoir public. On a une annonce là récemment dans des annonces, 50 millions d'euros. La filière laitière est toujours pas éligible. Pourquoi? Parce qu'on nous demande de baisser notre chiffre d'affaires.
on peut pas baisser le chiffre d'affaires. Quand un agriculteur finalement perd en prix du lait, souvent il compense par une augmentation de volume. Donc vous perdez pas en chiffre d'affaires. Moi, ce que j'ai toujours pas compris, c'est les géants de l'industrie agroalimentaire, c'est vos partenaires ou ce sont vos ennemis? Parce que ça devrait être nos partenaires, j'ai envie de dire. Ce sont vos ennemis. Alors Michel-Édouard Leclerc, on l'a pas entendu beaucoup pendant les 10 jours de crise. Là, il commence à ressortir un petit peu. On avait lancé un avis de recherche, ça a marché. Ouais, je me souviens, mais je comprends. Eux, ils cherchent un prix pour pouvoir le vendre moins cher aussi ensuite pour les consommateurs. Mais voilà. Ouais, ils se disent garants du pouvoir d'achat des consommateurs. Mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, les seuls qui pourraient l'être. Michel-Édouard Leclerc, c'est le Monsieur Carrefour, Monsieur Auchan, Monsieur Leclerc. Oui, ils sont tous pareils. Oui, mais ce sont vos ennemis ou ce sont vos partenaires? Quand ils bafouent les lois Egalim, ce sont nos ennemis. Comment on peut 3 ans après l'instauration d'Egalim, au début d'Egalim, pour parler de la filière laitière, à grand communiqué de presse, donc on parlait à la presse, on a signé avec les producteurs un prix rémunérateur. Aujourd'hui que le prix est plus élevé, aucun communiqué de presse, aucune prise de parole comme quoi ils ont respecté Egalim et qu'ils ont pris en compte à 100% les coûts de prod, les coûts de production des producteurs. Ouais. Donc ça veut bien dire qu'à un moment, on est en train de faire machine arrière. Donc on demande au gouvernement d'aller vérifier ça. Deuxièmement, sur les lois Egalim, on a ce qu'on appelle l'option 3. Alors ça va pas parler, mais l'option 3, on y met la matière première agricole et les matières premières industrielles. Donc ça veut dire qu'on met le prix du lait dedans, plus les prix de la transformation. Et ça, c'est envoyé comme ça à la grande distrib. Donc personne ne sait si l'augmentation vient pour les producteurs ou pour l'industriel transformateur. Donc on demande, nous, à la FNPL, purement et simplement la suppression de cette option qui rend opaque la loi Egalim. La loi Egalim, elle est là pour faire une construction en marche avant du prix du lait. Donc ça veut dire qu'on part du coût de production des producteurs et on y va jusqu'au consommateur. Ça peut marcher. Pour le consommateur, c'est quelques centimes pour rémunérer les producteurs. On est à quelques centimes. Ça fait une trentaine d'euros par an. Rendez-vous chez Gabriel Attal cet après-midi. Cet après-midi avec nos 2 Arnaud. Ouais. Et après, on aura et rendez-vous chez le président. Et sinon, tous les syndicats seront si dans les 2 jours, vous n'obtenez pas un calendrier précis, les tracteurs ressortent ou ce sera après le salon de l'agriculture? Alors, je pense que dans un premier temps, c'est pas forcément les tracteurs qui vont ressortir. C'est vous? Mais c'est nous directement sur le salon de l'agriculture où on saura se faire entendre et ne pas accepter les politiques qui viendront nous faire de la démagogie.